Bienvenue dans cette série d'émissions au format documentaire que nous avons décidé de réaliser en cette période marquée par d'importants défis. Pour ce premier numéro, nous sommes en République démocratique du Congo, un pays qui, dans un contexte mondial de défis énergétiques et de besoins constants en hydrocarbures, se positionne comme une terre promise, prête à relever les défis du futur. Un secteur, les hydrocarbures. Un homme, Didier Boudimbu, l'actuel ministre des hydrocarbures. Je suis le fils de M. Aaron Boudimbu Dikumba Kangoyangoya, qui était professeur de l'université à UPenn, chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Gabon, à l'époque de Zaïre, qui était parmi ceux qui ont eu à lancer l'université de Kisangani, un professeur émérite. J'ai vu malgré tout ce qu'il a eu à faire comme étude, comment on a voulu casser sa vie, mais ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs professeurs. En fait, on a tout fait pour les rendre clochards, pour qu'ils n'aient plus de valeur. J'ai vu comment mon père n'a pas baissé les bras parce qu'il a décidé d'aller de l'avant. Et j'ai vu comment il est parti et comment il s'est battu pour nous, ses enfants, pour sa famille. Moi, je suis Didier Boudimbu, la maman. Je suis un petit. Pas ces raté. Quand je papa, tu as la peine à moi, père, tu es belé, tu supportes comme tu as moi passé na bundaki na bango, na bundi na bana, tout ça, yo moko ebiso ba africain, ce qui papa azate. Nous ne pouvons pas léguer un tel pays à nos enfants. Nous devons faire que tous ceux qui sont valeureux, tous ceux qui ont du mérite, puissent en avoir. Le Congolais s'assoit sur de l'or, sur le coltan, sur le pétrole, sur les poissons. Mais le Congolais meurt de faim. C'est inacceptable. Le Congo, à un certain moment, c'était le pays où la plupart d'Africains venaient étudier pour devenir médecins, avocats, tout ça. Ils venaient ici à Louvanium à l'époque. L'immigration se présente comme l'une des thématiques prédominantes de notre ère. Les fils et filles d'Afrique se distinguent en cette époque charnière par leur engagement résolu envers leur continent d'origine. Animés par une vision commune de progrès et de renouveau, ils décident de replanter les racines de leur héritage dans la terre qui les a vus naître. Le seul endroit où je peux, sans aucune limite, avoir des ambitions, c'est ici. L'endroit où il y a le plus de défis, où on a le plus besoin de moi et de toute l'expérience que j'ai accumulée à travers le monde, c'est ici. J'ai choisi de revenir ici et de me battre aux côtés du Congo, de la patrie et de la nation. J'étais arrivée à un stade de ma vie où c'était important pour moi de ramener un poids politique au combat social que je menais. C'était primordial pour moi de rejoindre un leader qui propose un état d'esprit qui élève la RDC vers le haut. C'est quelque chose qui m'habite et qui m'habitait également. Je me suis dit, allons-y, et je pense que c'est possible pour le Congo. C'est comme ça qu'à la victoire de notre candidat en ce moment-là, j'ai également décidé de venir m'impliquer dans la vie politique, dans la vie quotidienne de la RDC. Ce qui m'a vraiment marqué quand je suis rentrée à Kinshasa en 2021, c'est le changement. Les gens avaient été un peu plus agréables, on sentait que les choses se développaient, il y avait un peu plus d'activités, un peu plus d'infrastructures. Comme j'avais eu entre-temps l'expérience de d'autres pays d'Afrique, je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici que d'autres personnes ne maîtrisent pas. Je ne peux pas vous dire quoi, mais c'est une certitude pour moi. Toute personne qui arrive au Congo, c'est que le plus dur, c'est souvent une question de mentalité. C'est-à-dire on commence à travailler, c'est une question de feeling. Là, j'étais dans un environnement où je me retrouvais. On avait les mêmes repères, on se connaît, et donc c'était plus facile dans ce sens-là. Et on pouvait directement commencer à travailler. Il n'y avait pas à briser la glace, on va dire. Vous savez, quand on vient à l'étranger, c'est là qu'on se rend plus compte qu'on n'est pas de ce pays-là. Et que j'ai un pays d'origine, et je dois renouer avec mes racines et faire ce qu'il faut. On a rêvé de ce moment-là. Il n'y a pas de génération spontanée. Le ministre Boudimbu comme moi, ce sont des personnes qui ont gravité autour du chef
quand nous étions encore en Belgique, on a pensé un Congo différent, on a pensé un Congo au cœur de l'Afrique, une nation forte, prospère au sein du continent africain. Pour Didier Boudimbu, cela n'a pas été de tout repos. Il a fallu convaincre sa famille pour un retour dans un contexte présenté par certains observateurs comme l'un des plus difficiles du continent. À un moment, il fallait faire un choix. Rester à Bruxelles, travailler chez Colruyt et Aldi, comme ça s'occuper de son foyer, ou revenir faire ses études, finir ses études. Et ce n'était pas facile parce que ça a déstabilisé du point de vue personnel. Parce qu'une femme, une maman, elle veut une stabilité pour ses enfants. Elle veut que le mari reste là, qu'il travaille, peu importe là où le mari travaille, qu'il ramène 1000 ou 1200 euros le mois, avec ce qu'elle va ramener pour essayer de créer l'équilibre. C'est de ça qu'a besoin une femme, c'est de ça qu'ont besoin des enfants pour être équilibrés. Mais il fallait faire ce choix-là. C'était très compliqué. Quand on est venu s'installer ici, ça a été le plus gros changement, je pense. S'adapter à un nouveau milieu, même changer d'école, laisser mes amis de 16 ans. Non, même pas, j'avais quoi, 14 ans? C'est pas du tout pareil en fait. Au début j'ai eu un peu de mal à m'adapter, mais au fil du temps je me suis adaptée correctement. J'ai vraiment compris que c'était plus la même chose parce qu'on avait l'habitude de venir en vacances aussi et j'ai tout de suite vu la différence parce que c'était pas comme avant. On était tout le temps accompagnés partout où on allait, il y avait de la surveillance. On devait faire attention à ce qu'on faisait, à comment on s'habillait. Tout était devenu un peu surveillé. Moi, sincèrement, j'ai beaucoup de fierté pour lui. Parce que il est revenu dans un contexte qui n'était pas facile du tout. Il s'est battu pour être là où il est. Il n'a pas eu un soutien, on ne sait de qui, de quoi. Pour être là, il s'est battu, il s'est montré et il est capable. Et moi, je suis très fière de lui. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Quand il a commencé quelque chose, il veut aller au bout. Et c'est comme ça que je pense qu'il a évolué. Silisi, université naïe, aïko koma, asali susu maître avocat, Silisi, aïko song alisu na Mikeli. La première fois que je suis rentré au pays, j'ai vu la tristesse. J'ai vu que ce n'était juste pas normal que je continue comme ça. Et il fallait changer des choses. Je suis rentré, j'ai parlé à mon épouse et je lui ai dit qu'il y aura des réalités, il y aura des choses qui vont changer, même par ma façon de fonctionner. Il y aura beaucoup de sacrifices. Et c'est pour ça que je n'arrêtais jamais de remercier ma famille, ceux qui sont mon épouse, mes enfants m'ont soutenu dans ce combat qui n'est pas facile pour eux. Ils sont partis, on est tous sur 10 000 francs. Il est un peu moins présent, mais on sait tous qu'il nous aime beaucoup et qu'il fait ça pour son travail et pour nous aussi. Je ne savais pas trop comment le changement allait être radical. J'ai déménagé de la Belgique pour venir vivre ici à Kinshasa. Le futur, c'est pas vraiment de le voir tout le temps comme avant, parce qu'avant on avait comme l'habitude de le voir tout le temps, mais maintenant on le voit plus souvent, donc c'est un peu dur, mais on s'habitue. Je suis rentré au Congo, j'ai repris mes études pour finir ma licence. J'ai passé mon examen au barreau de Matete, donc je suis avocat à la cour d'appel de Matete actuellement. J'ai même mon cabinet, PND associé, où il y a 5 brillants avocats. Témoin privilégié des souffrances infligées par un contexte politique congolais marqué par l'immobilisme et la misère du peuple, Didier Boudimbu fut profondément touché. Les réalités poignantes qui s'incarnaient au sein de sa nation, les destins brisés, les rêves piétinés, tout cela s'inscrivait en lui de manière indélébile. Cette accumulation de détresse, d'injustice criante fut le catalyseur qui fit naître en lui un besoin impérieux d'action. Pendant un moment, le PIB du Congo était supérieur à celui de l'Afrique du Sud et était égal à celui du Canada. Ce n'est pas le Congo que nous avons retrouvé ici. Et le combat est de changer ce Congo, de remettre le Congo qu'on avait, que nos parents connaissaient. Le Congo du professeur Boudimbu Dikumbaka Aron, le Congo de Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, ce Congo-là. Aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas nécessaire de commencer à donner des exemples, mais nous pouvons voir la destruction que nous avons eue de notre pays, qui s'est faite par nos propres compatriotes. Et je pense que c'est déjà pas un amour du Congo, c'est de l'égoïsme, c'est de l'intérêt personnel qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons un Congo détruit. Nous avons suivi depuis la chute de Mobutu en 97. Kabila est venu,
Kabila père, Kabila fils, on ne sentait pas nos autorités s'évertuer à rechercher le bien commun, l'intérêt général. La politique de ces pays stagne en fait. Nous ne faisons que marcher sur les pas, depuis l'indépendance. Vous comprenez? Tel président qui amène sa politique. Tel président, Mobutu par exemple, qui a fait 32 ans, il change de ministre, il change. Ok, merci, mais la situation de la population ne change pas. Dans l'état où se trouve le pays, on a besoin d'action. Agir, agir et agir. Poser des actes rapidement. Commettez des erreurs si c'est nécessaire et corrigez-les. À un moment de ma vie, je m'étais dit que ce pays doit aller de l'avant. Et on a essayé d'aider à distance ou faire poser certains actes pour essayer un peu de faciliter le quotidien de nos compatriotes. Mais nous avons été butés à certaines réalités qui sont que quand on n'est pas décideur, c'est pas évident. Je m'étais dit, il faut s'engager en politique de façon que de pouvoir devenir décideur, de pouvoir changer les choses selon notre vision du Congo, le peuple d'abord, selon cette vision-là. Donc on s'est mis dans ce combat-là plus par rapport à ça. Il a déjà 21 ans de règne. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Monsieur Kabila doit partir. C'est les glissements politiques. L'ancien président Kabila fait la prolongation. Des mouvements citoyens s'est créé un peu à gauche, à droite. Et nous, en tant que des proches d'abord du chef de l'État actuel ou du couple présidentiel actuel, nous gravitons. Il y avait toute une série de mouvements de réflexion autour du chef de l'État, qui lui était dans un cadre du parti politique UDPS. Nous n'en étions pas à ce moment-là, mais nous faisions partie de cercles de réflexion dans lesquels lui-même, le chef de l'État, a participé. Didier Boudimbo, à l'époque, était déjà très actif à Bruxelles également, dans le cadre de ce qu'on appelait la dynamique Fachi. C'était un groupe de jeunes qui revendiquaient pleinement la candidature de l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence de la RDC. La dynamique Fachi présidence, c'est un mouvement que a initié le ministre Didier Boudimbo pour soutenir la candidature du président actuel, Fachi Béton, comme on aime bien le dire. Et donc voilà, la dynamique a été mise en place en Belgique avec une équipe de, je pense qu'on était une vingtaine de personnes derrière notre candidat qui était Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'est dit, ok, il faudra que nous prenions les choses en main. Que faut-il faire? Ne pas suivre ce qui s'est passé, vous comprenez? Ne pas suivre ce qui se passe actuellement. Il faut créer quelque chose de nouveau. Que les gens voient au moins, en fait, quelque chose qui réveille un peu. Guidé par une vision claire et une détermination inflexible, Didier Boudimbo prit une décision audacieuse. Il réunit ses amis et ses proches, des âmes animées par la même passion pour le Congo meilleur, pour créer le parti politique Autre Vision du Congo, AVC en sigle. AVC, eh bien, vous me voyez faire un sourire parce que... Je me suis dit, ah mais ça, c'est très dangereux d'avoir un parti AVC. Ça peut facilement te pousser à cette maladie. Son Excellence Didier Boudimbo est en Belgique. On était en contact, bien entendu. Un jour, il a eu la vision de créer un parti politique. Il est venu avec ses idées. Et il nous a appelés. Nous sommes mis ensemble. On avait toujours l'un l'autre cette ambition de retourner au pays, de s'impliquer d'une façon. Mais on s'implique comment? En étant des acteurs, donc en étant des acteurs politiques. Et là, il me parle de l'autre vision du Congo. Sans réfléchir, je ne sais pas comment, j'ai dit oui. Et pourtant, j'avais des obligations, je devais retourner à Montréal à l'époque et tout ça. Mais j'ai dit oui. Ce parti politique a été créé en 2016. C'est un contexte vraiment de turbulence au Congo. En 2016, c'est lorsque les Congolais s'est levé pour dire que tout devait prendre fin. Il fallait arrêter les temps. C'était difficile de voir dans le contexte politique congolais un jeune qui pouvait voir le changement hier soutenu ou encore impulsé par le feu Dr Etienne Tshisekedi, mais quelqu'un qui pouvait se dire que lui, effectivement, il croyait en l'avenir du Congo. Et lorsque j'ai appris que le parti avait été créé, suivant sa dénomination, Autre Vision du Congo, bon, j'ai été un peu
attiré rien que non seulement par l'acronyme, mais aussi par la dénomination du parti. Puis je me suis dit, bon, autre vision, bon, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Cette vision que nous avons, on aimerait que le Congolais d'abord puisse s'aimer, que le Congolais puisse aimer son pays et que le Congolais puisse s'appliquer dans la réalisation, dans la construction de son pays. Parce que cela ne viendra pas d'ailleurs, cela ne viendra pas de l'Occident, cela ne viendra pas de nos voisins, mais ça viendra de nous-mêmes. Je suis le secrétaire général de l'AVC et nous y travaillons pour atteindre notre idéal. Vous savez, tout parti politique a comme mission première la conquête du pouvoir et nous y sommes pour conquérir réellement les pouvoirs et les conserver sous le leadership du président Félix Tshisekedi avec notre autorité morale, Maître Didier Boudimbo Tubanga. On a beaucoup à apprendre et beaucoup à apporter, ce que je peux dire de l'AVC. Et la présence du ministre Boudimbo change beaucoup de choses. Parce que ce qu'il apporte, la vision du chef de l'État, il essaie de l'incarner dans la nouvelle génération. Et surtout nous qui venons de la diaspora. C'est le début d'une aventure collective, une réponse concrète à l'appel de l'histoire et à l'impératif de transformer les aspirations en actions concrètes. Guidé par la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand on parle d'une autre vision du Congo, c'est la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là où les enseignants, les fonctionnaires pourront nourrir leur famille et que tout se passe bien au sein de leur famille du point de vue médical, là où il y aura la gratuité de l'enseignement, là où il y aura la gratuité de la maternité, la gratuité au niveau des soins, là où quelqu'un pourra vivre et être en fait fier de vivre de son salaire. Mais j'ai retrouvé, président Félix Tshisekedi Tshilombo, l'incarnation de ma vision, une autre vision du Congo. Et vous allez voir même dans tout ce qu'il est en train de faire, comment la jeunesse prend de l'ampleur au sein du pays, comment il donne la chance à tout le monde. Il aurait pu faire une carrière très calme, très à l'aise. Précisément, il a constaté qu'il y avait un déficit d'encadrement des jeunes. Et il crée ce parti. Ceux qui l'ont écouté l'ont poussé à prendre ses responsabilités et à concrétiser ce qu'il a toujours essayé de faire passer comme message. Si on était vraiment à l'opposition, à l'époque, non, c'est pas qu'on a commencé la politique directement avec le pouvoir, on était à l'opposition. Et peut-être vous ne le savez pas, la pauvre Thérèse Kapanga, elle est pratiquement morte dans mes bras. Quand il y a eu cet assassinat au niveau de l'église catholique de Kitambo, j'étais là, on a participé à toutes ces marches-là. Le président Félix sera proclamé président de la République où on devait négocier le premier gouvernement. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ilukamba. J'étais parmi les négociateurs pour le compte de notre regroupement, des forces politiques à l'IDPS. Parmi les quotas qu'on nous a donnés, Boudimbo est sorti. C'est indescriptible. C'est indescriptible. On attend, voilà, comme tout le monde, il y a une communication au niveau de la RTNC qui va passer. On attend, ça passe pas. Bon, on reste là et puis chacun reste chez soi. Et c'est vers 3h, 4h du matin qu'il y a une annonce de la présidente, si j'ai bonne mémoire. Donc là, je dors pas, je suis sur le réseau et son nom est cité. On ne savait pas du tout, on s'y attendait pas, mais son nom est cité et c'est indescriptible. Je suis ému parce que je repense un peu à cet épisode-là. Je vois et voilà. Bon, c'est normal. On va continuer. Si c'est compliqué, vous allez couper la partie ici parce que des larmes de joie. On revoit le fil, notre vie défiler. On revoit par quoi on est passé, notre jeunesse, comment on a évolué, les ambitions, ce qu'on a toujours voulu accomplir. Voilà. Mais entre-temps, on se remet en question, c'est une responsabilité. On se dit, oui, on a peur, parce que
Autrefois, chacun de nous évolue de façon professionnelle, ou bien on fait des affaires, c'est des business que vous faites à gauche et à droite, mais c'est personnel. Mais là, c'est le poids de la République, c'est le poids de l'État. Ça blague pas. J'ai compris que j'avais en face de moi un défi. Et j'ai compris la confiance que le chef de l'État portait sur ma petite personne ici. Et quand j'ai eu ça, j'ai dit, on n'a pas le droit de le décevoir, on n'a pas le droit de décevoir le peuple congolais. Les écoles qui font problème ne dépassent pas 15 écoles. Mais ce que nous devons faire, nous allons régler le cas par cas sur les 15 écoles qui sont en train de créer des problèmes. Après avoir activement milité aux côtés de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, Didier Boudimbo, porteur intrépide d'idées novatrices, se voit confier la prestigieuse fonction de vice-ministre de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique. Sa nomination sonne alors comme une résonance de sa dévotion envers la cause sociale et une affirmation de la confiance placée en ses capacités à influencer positivement le domaine de l'éducation au sein d'un gouvernement de coalition FCC-CACH, de groupements politiques hier encore opposés. Ce qui est encore pire pour Didier Boudimbo, et comme le Congo est toujours exceptionnel, il y avait deux groupes. Il y avait l'autre qui était ministre titulaire dans le cas du président de la République sortant, et Didier Boudimbo était dans le camp du président de la République entrant. C'est un gouvernement qui réunissait deux forces qui n'étaient pas ensemble, qui donnaient l'impression d'être ensemble, mais avaient tous des plans cachés. Il y avait le FCC de l'autre côté et le CACH. Nous, on faisait partie du CACH. Au départ, quand on était au ministère, lui, il était avec le président Tshisekedi, moi, j'étais avec le président Kabila. C'était extrêmement sensible. Mais on a travaillé ensemble, on a privilégié d'abord le Congo, on a privilégié d'abord l'enfant congolais, on a privilégié d'abord l'éducation. Cette cohabitation, c'est avoir le sens de l'humilité. Et c'est ce qui m'a marqué chez Boudimbo. Et pour la première fois, être vice-ministre, il pouvait avoir l'orgueil qu'il pouvait manifester pour dire que moi, même si je suis vice-ministre, mais je suis dans les camps du président actuel. Mais il ne jouait pas ça. Les racontars, les ont dit, qui disent faites attention, il y a ça, il y a ça. Vous n'êtes pas de même obédience politique avec le ministre, donc il y aura des couacs, il y aura des bâtons dans le roue, il faut faire attention. Donc nous, on est à fleur de peau. Mais lui, il est d'un calme olympien. Il nous dit, on est là pour travailler, pour apprendre. Je ne veux pas qu'il y ait des discordances dans le boulot. Je suis vice-ministre, mais il y a un ministre en poste. Donc, on lui doit respect. Je suis choqué, je crois qu'on l'est tous, parce qu'il faut faire quelque chose. Nous sommes un grand pays, et voir nos enfants étudier dans de telles conditions, c'est juste inacceptable. Mais déjà, je salue la bravoure de ces enseignants qui viennent quand même donner cours dans de telles conditions, et même la volonté de ces élèves d'apprendre. Ils se lèvent le matin, il y a de l'eau dans leur salle de classe, ils viennent quand même apprendre. En tout cas, je salue leur bravoure, leur courage, et je crois que l'État doit les accompagner pour essayer d'améliorer leurs conditions. Et on va essayer de peser de tout notre poids, parce que là, il y a à peu près plus de 900 élèves qui sont obligés de rester à la maison parce qu'ils ne savent plus étudier. Parmi les priorités du chef, c'est la gratuité de l'enseignement. Mais le président avait décidé, en plus c'est constitutionnel, que nous puissions appliquer ça. Peu importe, mais nous devons relever ce défi-là. Le jeune vice-ministre de l'EPST, fraîchement investi, se trouve face à un défi majeur. Concrétiser la réforme constitutionnelle instaurant la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Une disposition fondamentale inscrite dans la Constitution depuis 2006. Qu'on ne nous donnait pas la chance, quand on a eu ce ministère-là avec la gratuité, qui était une patate chaude, et dans un contexte extrêmement difficile de Covid, nous avons travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Mais nous avons relevé le défi, madame. Nous avons travaillé. Nous avons remué ciel et terre. Boudimbo et moi-même, nous avons travaillé. Nous étions dans tous les rendez-vous. Nous étions partout. Nous marchions partout, dans toutes les provinces du pays, pour voir comment travaille l'enseignant congolais, comment travaille l'enfant congolais. J'ai vu plusieurs élèves dans la rue. Et ces élèves
marché contre les ministres, contre les gouvernements actuels. C'est pour dire les régimes actuels. Il y a un qui m'a dit le ministre Bakonga se joue de nous, puisque nous voulons étudier, les enseignants ont refusé à cause de la gratuité. On s'est battu contre ceux qui étaient contre la gratuité. On ne va pas les citer, mais il y a des gens qui pensaient que c'était des droits acquis, alors que ce n'était pas normal. Les parents ne sont pas là pour payer tout ce qui est frais qui ne concernent pas l'enseignement réellement, motivation des enseignants par les parents. Nous sommes retrouvés avec des écoles conventionnées ou des écoles qui sont censées appartenir à l'État, mais où les parents payaient entre 800 et 1200 $ de frais, comme ça. Cet impératif, ancré dans les textes fondateurs du pays, appelait à une mobilisation sans faille pour faire de l'accès à l'éducation de base pour les enfants congolais un droit réel et effectif. Un chantier colossal, une mission d'une portée historique qu'il aborde avec détermination et un sens aigu du devoir. Nous avons pris 2 semaines où il ne s'est pas fatigué, nous étions ensemble, il supportait tout ce que nous pouvions avoir comme caprice. À un certain moment, il y a ceux qui me connaissent, à un certain moment j'écris, quand ça ne va pas, j'écris et je veux savoir le pourquoi. Et pourquoi le gouvernement ne veut pas comprendre qu'il fallait tout de suite être prêt à accompagner les chefs de l'État pour que cette affaire de gratuité soit pérennisée et bien cimentée. Sur le plan stratégique, on avait jugé utile d'avoir beaucoup plus un focus sur le vice-ministre Boudimbo. C'était lui, en fait, qui jouait les ponts entre nous comme partenaires éducatifs, société civile, et le ministère de l'EPST. C'était donc notre porte. C'est avec lui qu'on échangeait sur beaucoup de questions, qu'on interagissait en fait. Et c'était formidable. L'attente était parfaite. Je m'excuse, je peux citer le nom du cardinal Ambongo qui un jour a pris le micro pour dire que la gratuité était un faux problème. Ensemble avec Boudimbo, nous nous sommes retrouvés dans la salle des réunions du cabinet. Et après ça, nous avons demandé à ce que M. Mbongo aille construire ces écoles au ciel si le ciel existait. L'Excellence Boudimbo et moi-même, nous étions là en train de voir comment donner la forme à la gratuité. Nous avons payé plus de 100 000 enseignants, NP qui attendaient 10 ans, 15 ans sans avoir leur salaire. Mais nous avons payé 100 000. Nous avons payé plus de 50 000 NU du primaire. Vous savez, on a sauvé l'année scolaire 2019-2020. Nous avons frôlé une année blanche. Parce qu'il y a des critères par rapport à l'UNESCO et tout. Il y a un nombre de mois ou de jours qu'il faut respecter pour que l'année scolaire puisse être considérée comme étant une année pleine. On a 2 jours. Et ça, on peut tout dire par rapport au ministre d'État Willy Bakonga. Je veux reconnaître, nous avons sauvé cette année-là. Et le président l'a dit en Conseil des ministres. Et ça, c'est une fierté. Le jour du lancement de la gratuité de l'enseignement, quand il a lancé cette opération à Kolwezi, quand il a fini de faire son discours, devant les gens, on ne pouvait pas s'embrasser, mais on s'est regardé et on était tellement émus qu'on a pleuré. Voilà pourquoi je pleure encore aujourd'hui, parce que c'est une des réalisations que j'ai dit qu'il a porté ça avec son cœur et nous l'avons accompagné. Donc, toute notre vie, on sera fiers de lui. Ce n'est plus une volonté, c'est une réalité. Pour des gens dont les enfants n'avaient jamais été à l'école, et il y en a près de 3 millions qui ont renoué avec l'école, il faut dire que c'est un véritable défi, un défi relevé. Le leadership émergent en République démocratique du Congo aspire non seulement à une amélioration significative de la qualité de vie de la population, mais également à l'établissement d'une classe politique plus en phase avec les besoins de la société. Une classe qui s'engage activement dans les initiatives d'intérêt public.
Il vise à créer une gouvernance plus responsable et participative où le bien-être de la nation prévaut sur les intérêts personnels, où les dirigeants s'efforcent d'être à l'écoute des peuples qu'ils servent. Fort de son amour profond et de son attachement indéfectible à sa terre d'origine, le Congo central, Maître Didier Boudimbu s'investit activement dans les activités sociales, en contribuant à l'amélioration des infrastructures de base, la création de fermes, la rénovation de centres de santé, d'écoles, ainsi que l'amélioration du réseau électrique. Chauffeur, au Kitsamuke, pour nous a déjà entré à village à Mukondia. Ah ouais. Kinkanga. Kinkanga. Ouais. Ok. Après à village à Moyo, nous a déjà dans le village déjà. Ah, tout côté déjà, nous sommes dans le village. Ta bandako. Bandako ezali, bandako ya Moyo. Nous sommes là déjà pour la bateau. Ah, oh, bandako kopesa. Ah, kopesa mo bateau ba ovanda. Wow. Ouais. Abandaki quand? Pour un projet, abandaki en forage. A forage peut maï, même ça n'a nécessité. Ce que Sili, en tout cas, c'est très bien. Maï, c'est très difficile. Pourquoi source ah ils a été. Alors il y a un sali forage là pour vite et ben vous ça maï propre. Comme ça là pour l'état dans les cités. Ils en ont les ah alors l'état monsieur là. On est artificiel. C'est ça. Oui. On a connu des alliés ou ça là aux approchés. Moussa n'a les cités. Zanan. Pour aussi là en tout cas le quoi il est propre vraiment propriété comme ça. Ma porte va ça. Ma porte n'a nous va ça. Bah bangu na. Nous avons eu des instructions claires du chef de l'État de pouvoir développer la République démocratique du Congo. Et chacun d'entre nous, dans son fief, dans son coin, il doit poser des actes. Il y a des actes pour le poser, on n'a pas besoin d'avoir des masses. Quand on travaille, quand on a un salaire, on sait mettre de côté, on sait prendre un crédit, on sait aider nos populations. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Tout ça, on le fait sur la vision du chef de l'État. Et tout d'abord, les vision et chef de l'État. Ndenge apesaka makambo na ye ndenge ayebisaka biso ndenge alobaka il faut kolona il faut bokola bibwele na ndenge excellence asali ba mosala oyo vraiment eza mingi vision ya solitaire yango wana tozebaka eza mboka na biso moko babiloko excellence azosala boye lobilobi ekozala tozosomba soso na kati ya mboka oyo tozosomba maki ya biso moko ezobima awa ngulu mpe ya biso moko ezobima awa donc vraiment très ça va bien. Ministre des Mines, Madame Samba Kalambaye Antoinette, ministre des Hydrocarbures, Messieurs Boudimbu Tubwanga Didier, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, Excellence, détachement donné de la police nationale congolaise est rangé pour vous accueillir et pour vous rendre les honneurs à l'occasion de votre prestation de service de ce jour. Chef d'équipe, commissaire adjoint Valérie Wakilongo, Sadi. À vos ordres, Excellence. Après avoir fait ses preuves au sein du ministère de l'EPST, Didier Boudimbu connaît une ascension fulgurante. Il se voit confier le portefeuille des hydrocarbures, un poste d'une importance cruciale, considéré comme la colonne vertébrale du pays. Les hydrocarbures, c'est un secteur très très sensible. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas à manger. Parce que la nourriture ne bougera pas du Congo central à Kinshasa. Par quel moyen? Vous n'avez pas de carburant, il n'y a pas d'industrie. Vous n'avez pas de carburant, vous ne vendez pas le cobalt. Donc le secteur minier tombe. Parce qu'il faut une transformation, tout se repose sur les hydrocarbures. On peut parler de l'agriculture, mais sans carburant, les engins ne fonctionnent pas. On parle du transport. Sans carburant,
il n'y a pas de transport. On parle de la sécurité. Sans carburant, les agents de sécurité, la police, l'armée ne savent pas faire leur travail. À peine investi de sa fonction, le nouveau ministre se trouve confronté à des critiques le qualifiant de novice en matière d'hydrocarbures et d'énergie. Toute personne qui évolue, qui réussit, on le critique. Et spécialement, je pense qu'en RDC, on aime se détruire les uns les autres, spécialement à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis victime à gauche, à droite, mais après, je ne réponds pas. Nous incarnons une nouvelle jeunesse. Avec le régime du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envie 70% dans un gouvernement est très jeune, 30% des femmes. Le président donne la chance aux jeunes. Regardez ces jeunes-là, quel travail ils sont en train d'abattre. Allez dans la rue, posez la question, est-ce que les gens savaient ce que c'était les hydrocarbures? Ils sont en train de le découvrir. Qui le fait? Un jeune. Que d'autres sont en train d'insulter, ils sont en train de vilipender, dire n'importe quoi sur lui, mais à qui le président a donné la chance, il est en train de faire le travail qu'il faut. Par rapport à ce qui s'est passé à l'époque où j'ai été interpellé, je me suis rendu à la NER, je suis ressorti le lendemain. C'est la seule chose que je peux dire, c'est que quand on est innocent, on n'a pas peur. La justice a ses procédures. Qu'elle soit en Europe, qu'elle soit ici, quand on est interpellé, on peut aller en garde à vue, mais après, ça ne veut pas dire qu'on est condamné, ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Après, on est relâché, on répond à ses tâches. Il y a eu ce qu'il y avait eu, cette calomnie, des gens qui potageaient des 50 millions de dollars. Je me demande s'il faut prendre un conteneur pour sortir autant d'argent et comment le faire par virement, comment le faire. C'est juste une folie créée par des détracteurs qui sont contre ce régime, qui sont contre nous autres ici. Mais au final, le lendemain, j'ai repris mon travail et je continue. J'ai encore été reconduit. Le chef m'a encore fait confiance. Mais là, maintenant, là, la peau dure. Pendant un moment, ça m'empêchait de dormir, mais maintenant, des fois, j'en rigole. Il y a des journalistes, il y a même un, bon, on ne va pas le citer, qui prend son temps. Et pour lui, c'est un plaisir. Mais moi, je n'ai jamais bloqué sur mon téléphone. Je le suis. Des fois, il m'envoie, il sait qu'il est en train de calomnier, mais il m'envoie. Je regarde. Des fois, je rigole, des fois, je ne réagis pas. Le ministre Boudimbo est un excellent leader. Il tient le lead d'un ministère qui est technique, mais avec cette vision justement qui permet d'accorder les violons et matérialiser la vision qu'il partage avec le président de la République. Travailler avec le ministre Boudimbo, c'est un vrai stress. C'est quelqu'un qui n'a pas d'heure pour travailler, qui veut le résultat, qui n'a pas peur de s'impliquer, qui n'a pas peur de vous dire, bon écoutez, on convoque des entreprises privées demain à 7h du matin parce que je veux un résultat. S'il faut monter, voir un de ses collègues ministres, il le fera. S'il n'a pas le temps, il vous enverra. Mais c'est un battant. Étant donné que c'est un secteur purement technique, sur les 9 ministres qu'il y a eu, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu un technicien et un géologue qui soit ministre des hydrocarbures. En tant qu'avocat, puisque la loi d'hydrocarbures existe, les décrets, les textes, le secteur est régi par tous ces textes-là. Donc, il a eu à se former, à lire, à comprendre ce qui est le secteur, un peu comme moi. Moi, je suis dans la technique, mais je suis juriste de formation. C'est quelqu'un qui anticipe beaucoup les choses. Je trouve que c'est un don que beaucoup de gens n'ont pas. Et donc, quand on sait s'entourer, c'est la base de tout. Je pense que c'est déjà une équipe dynamique et on sait où on va et on se met au boulot immédiatement. Donc, je pense que c'est ce qui est de nouveau. Parce que partout où on va, à chaque fois, la particularité de notre équipe, on nous dit « Ah, mais vous êtes soudés !»« Ah, mais ça change, dans les ministères, on voit pas ça, vous vous entendez tous. » Et je crois que cette cohésion-là vient du fait qu'il sait s'entourer des bonnes personnes. Ayant le gaz et le pétrole, sous la vision du chef de l'État, Didier Boudimbo s'arme d'un mental d'acier, déterminé à impulser le changement et à faire passer le cap du pays solution à la République démocratique du Congo. Afin de mener à bien sa mission au sein de cette mastodonte gouvernementale, il choisit avec soin son entourage et met particulièrement l'accent sur la restauration de la confiance des entreprises nationales. L'arrivée de l'excellence Boudimbo à la tête des ministères de l'hydrocarbures a révolutionné les choses. Parce que déjà à l'époque, les relations entre les sociétés d'État, nous ne sommes que deux en ce qui concerne ce secteur pour le compte de l'État congolais, il y a la Sonahydraulique et nous, il y avait beaucoup trop de dichotomie dans cette relation. Mais avec Excellence Boudimbo, cela est resté plus une relation technique et professionnelle. Lorsque j'ai été porté en responsabilité au niveau de COBIL, il m'a rassuré sur son accompagnement sur la question et m'a fortement encouragé pour que nous puissions entrer en plein pied dans l'exploration-production pétrolière parce que il était convaincu du fait que si nous ne restons que dans la commercialisation des produits pétroliers, nous allons finalement nous faire bouffer les pions par la concurrence.
Notre société, la Sonahydraulique, a deux missions principales. Le bras opérationnel du gouvernement en ce qui concerne les hydrocarbures. Donc nous intervenons dans le domaine de l'amont pétrolier. L'amont pétrolier, c'est tout ce qui est exploration et production du pétrole. Et aussi dans l'aval pétrolier. L'aval pétrolier, c'est tout ce qui est le raffinage, la commercialisation des produits pétroliers, les carburants et le gaz par la commercialisation des produits finis et aussi par l'intervention dans la production avec des partenaires tels que Perenco et d'autres qui sont en train de venir. On espère en avoir beaucoup d'autres après le processus d'appel d'offres qui est en cours. On parlait du Congo étant un pays non seulement solution, mais qui regorge beaucoup de brut. Mais avec lui aujourd'hui, on sait savoir clairement que le Congo a des blocs pétroliers et qu'on peut les exploiter. Même si aujourd'hui ça peut créer des problèmes pour les organisations internes, les ONG, mais on sait aujourd'hui que le Congo a du brut. Dans la perspective de hisser la République démocratique du Congo au rang d'acteur majeur dans le domaine des hydrocarbures et ainsi répondre aux besoins essentiels de la population, le ministre entreprend avec détermination de réveiller des dossiers cruciaux qui sommeillaient dans les archives ministérielles, parmi lesquels le dossier ZIC avec l'Angola. Beaucoup de ministres sont passés avant lui. Personne n'a su arracher cet accord. Il l'a fait avec beaucoup de technicité, avec beaucoup de sagesse et nous y sommes. Aujourd'hui, l'accord est là entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo pour que nous puissions exploiter ce que nous avons comme hydrocarbures dans la zone d'intérêt commun. Et entre-temps, nous sommes déjà en discussion avec Chevron pour pouvoir exploiter le bloc 14. Il y aura des retombées. D'ici une semaine ou 2 semaines, nous allons signer par rapport au bloc gazier du lac Kivu, par rapport au gaz méthane, ce gaz que nous allons transformer en électricité. Lorsqu'on observe les différentes phases de l'évolution de l'exploration-production pétrolière de notre pays, il y a eu 3 phases, dont la première qui était sous l'ère du maréchal Mobutu avec une production très faible avec les Américains de Gulf. Puis ensuite, il y a eu sous le président Kabila quelques contrats de partage de production, notamment avec Surestream Petroleum, avec Tullow Oil, avec H-Oil, mais qui malheureusement se sont tous soldés par des conflits au niveau des tribunaux internationaux, notamment celui de Paris. Et finalement, lorsque est arrivé le président Tshisekedi au pouvoir, il a eu à confier cette responsabilité au ministre Boudimbo pour essayer de diversifier notre économie d'énergie en essayant de s'appuyer sur l'hydrocarbure. Et le ministre a tenu à ce que les 2 sociétés de l'État puissent l'accompagner dans cette vision du chef de l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les sociétés qui, demain, pourront être dans l'exploration-production. Tout ça, ce sont des perspectives beaucoup plus visibles avec la fiscalité pétrolière qui sera payée par l'entité groupe d'opérateurs ou groupe d'entrepreneurs. C'est une fiscalité qui sera partagée entre les 2 pays comme concessionnaires, parce que nous et l'Angola, nous constituons l'entité concessionnaire. Et donc nous allons gagner toute la fiscalité, tous les revenus qui sera issu de cette production-là. Ça va permettre à l'État congolais de renforcer son budget et de redistribuer correctement. C'est là si le vécu continue de la population en ce qui concerne les projets sociaux et tout ça, donc c'est quelque chose de formidable. L'exploitation des ressources énergétiques en RDC s'inscrit dans un contexte mondial où la question de la transition écologique suscite de vifs débats. Dans cette optique, la République démocratique du Congo se trouve au cœur des préoccupations des organisations internationales qui souhaitent contrôler ces ressources afin de préserver le monde contre le réchauffement climatique. Il y en a qui veulent faire croire que le fait d'exploiter au niveau peut-être non loin de la forêt équatoriale, nous allons toucher aux tourbières et ça va faire qu'il y aura un problème écologique. Mais c'est faux. Le Gabon exploite, ça va faire 50 ans au sein de la forêt équatoriale. Jusque-là, la terre n'est pas morte pour ça. Les tourbières sont au-dessus. Le pétrole qu'on doit extraire, ça se trouve en bas. Il y a des techniques où on peut extraire sans toucher aux tourbières. Et tout ça, ce sera pour le bonheur de notre pays. J'avais vu une photo il n'y a pas très longtemps où on montrait la République démocratique du Congo, le boulevard du 30 juin en 1980. Et on a mis Dubaï en 1980. Il y avait une ville qui était Kinshasa, il y avait un désert qui était Dubaï. Mais grâce au pétrole, regardez à quoi ressemble Dubaï aujourd'hui. Grâce à la manne pétrolière.
Je me suis rendu aux États-Unis, on était à New York, non pas à Houston, au Texas, mais on a vu, il y a des rigs partout. Même dans la ville. Allez aux États-Unis, vous allez voir, ça n'arrête pas de forer. Ça ne tue pas la planète. Pourquoi nous allons continuer à être assis sur une richesse qui peut aider nos populations et ne pas l'exploiter? On parle de la pollution. Avant de demander aux gens de ne pas polluer ou d'arrêter de polluer, il faut qu'ils commencent à polluer. Je pense que par rapport à la pollution mondiale, on n'est pas au-dessus de 4% au niveau mondial. Donc les pollueurs, ce n'est pas la RDC, ni même l'Afrique. Le Brésil a réussi avec Petrobras à exploiter le pétrole dans la forêt amazonienne tout en conservant la nature. Et c'est justement le challenge que s'est donné le ministre en essayant de réfléchir sur une possibilité de protection de l'environnement à côté de cette exploitation pétrolière. Il est arrivé avec l'idée de transition énergétique. Pas arrêter de produire le pétrole demain matin, mais à le produire concomitamment avec des réflexions et même des actions sur ce qu'on appelle justement l'énergie de remplacement. Je crois qu'il est allé même un peu plus loin. Nous sommes en train maintenant de réfléchir, il nous a en tout cas demandé de réfléchir sur la valorisation du gaz carbonique. Regarder quelles sont les priorités de nos pays, parce que pour faire la transition énergétique, il faut avoir cette énergie. Nous n'en avons pas encore assez. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire bénéficier à toutes les populations cette énergie. On ne peut pas avoir autant de ressources fossiles sans que cela ne puisse développer le pays. C'est ça, au fait. Dans sa volonté de capitaliser et de diversifier les ressources énergétiques, le ministère des Hydrocarbures s'engage dans une communication de masse visant à éveiller la conscience de la population quant aux enjeux cruciaux de l'heure et à contrer le fléau de la contrebande pétrolière. Célèbre des petites victoires pour que les gens puissent voir la progression, là d'où on vient. Elles semblent petites, mais elles sont énormes. Parce que lorsqu'on regarde le contexte du pays, pendant longtemps, on ne les avait pas, ces informations. Maintenant, on en a vraiment qui sont adaptées, ce qui fait que s'il y a des investisseurs potentiels qui viennent, eh ben, on sait quoi leur donner. On a des informations, on sait dire que oui, là, on a des réserves certifiées. Là, voici nos ressources, voici nos potentialités. Et ça, c'est à célébrer parce que ça reste pour le pays. Avant, les investisseurs venaient, c'est eux qui payaient pour ce genre d'informations, du coup, ça leur appartient. Donc quand ils partent avec. Mais là, comme c'est le ministère qui s'engage, c'est une victoire parce que c'est des choses qui vont rester, qui vont demeurer en RDC. Et c'est bien aussi parce qu'on prépare aussi une succession. Ça veut dire le travail ne s'arrête pas avec Boudimbo. Et nous, on est en train de mettre des bases justement pour qu'on puisse reconnaître que avec lui, voici ce qui a été fait. Et comme ça, plus tard, nos enfants, nos petits-enfants, eh ben, on pourra avoir une progression. Il y a la brigade de marquage moléculaire qui existe. En dehors de cette brigade-là, il a créé la brigade Hydro Task Force qui a pour mission de décourager les Kadhafi. Le programme de marquage moléculaire a pour but de ramener les opérateurs à acheter des bons produits, les produits qui contiennent les marqueurs qui sont conformes aux spécifications de la RDC. Depuis qu'il est ministre, depuis qu'il est dans ce secteur, il a en outre, en dehors de l'arrêté interministériel de 2016, signé notre arrêté interministériel portant fixation des taux de taxes à percevoir à l'initiative d'hydrocarbures dans ces contextes-là. Donc, dès qu'on vous attrape, il y a le barème des sanctions qui existe, on vous taxe, vous partez payer. Hormis les assignations de la loi pour le compte du ministère des Hydrocarbures, lui a innové en y ajoutant ces barèmes des sanctions parce que ces gens-là payent au compte du trésor et les trésors publics encaissent. Il ne voulait pas se limiter à être strict vendeur d'essence. Il avait vraiment toute une structure déjà qu'il essayait de mettre en place pour développer le ministère. Et c'est quelque chose qu'on sait et qu'on voit depuis qu'il était même à l'EPST. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'était le lancement des appels d'offres parce qu'il a fait ça d'une manière à ce que ça n'impacte pas le budget de l'État. Il a trouvé des solutions vraiment à gauche et à droite pour que ça se fasse envers et contre tous. On est quand même dans un monde où tout le monde passe au vert, où le pétrole a mauvaise image, ça fait mauvaise pub. L'Occident passe à l'électrique, même malgré que les réalités ici en Afrique sont autres. Et c'était un gros défi. C'est des bagarres même constantes avec l'environnement. Combler toutes les parties prenantes, les sociétés civiles et consorts. Aucun ministre n'osait se lancer dans ça auparavant. Il s'est donné corps et âme. Donc je vois l'énergie en lui,
Je vois l'envie, je vous dis, envie de faire différemment. Le ministre a été beaucoup attaqué par les ONG étrangères, par exemple, qui ont voulu à tout prix stopper ce processus. Ce qui était intéressant, c'est de voir combien le ministre était déterminé à ne pas se laisser distraire, à ne pas se laisser empêcher par des fausses raisons, par des individus qui estiment que la RDC n'avait pas ce droit-là. Il a relevé ce défi de façon remarquable. Dans tout ce processus, il était déterminé à mettre en place une exploration et une exploitation qui se voulaient responsables. Sous l'égide de Maître Didier Boudimbou, le ministère des Hydrocarbures a entrepris une démarche d'envergure, parfaitement alignée avec la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette initiative audacieuse a conduit à la cartographie et à l'ouverture d'appels d'offres pour exploiter 30 blocs pétroliers et gaziers nichés au cœur des tourbières de la cuvette centrale dans la majestueuse forêt du bassin du Congo. Ces réserves abritent un potentiel estimé à 22 milliards de barils de pétrole et à 66 milliards de mètres cubes de gaz. À l'issue des appels d'offres, à part ce qui sera généré en termes de bonus et signatures, il y aura des retombées par rapport à la production d'électricité, il y aura des retombées par rapport à la production de nos blocs pétroliers, parce que là déjà, au niveau de l'Ouest, tous les blocs, tous les 3 blocs qu'on a soumissionnés, ils sont en train de partir. Il y a Perenco qui a soumissionné sur 2 blocs, nous connaissons la capacité de Perenco. Donc aujourd'hui, nous sommes à 24-25 000 barils jour. Demain, on peut être à 50, à 80 000, 100 000 barils jour. Si, quand des fois, mettons la moyenne, les barils entre 90 et 100 $ le baril. Si nous sommes à 100 000 barils jour, nous sommes à 10 millions de dollars jour. Quand vous allez avancer, vous allez faire le grand calcul, vous allez voir les retombées que la République aura en termes économique. Chaque étape de son parcours, qu'il s'agisse de promouvoir une éducation gratuite pour tous ou de revitaliser le secteur des hydrocarbures, témoigne de sa détermination inébranlable à apporter des changements positifs. Le fait d'avoir un coach qui s'appelle Fathi Béton, le président de la République, parce qu'on peut tout dire, mais c'est lui le coach. Quand on vient, on lui expose, il se donne des orientations qui sont claires. Un président qui vous laisse travailler. Je n'ai jamais eu ces ordres de soir qu'on dit non, la hiérarchie a dit ça, le président a dit ça, non, non, non. Monsieur le ministre, voilà, il y a ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bon, ok, c'est vous le ministre, continue. On vous laisse travailler. Le président de la République nous laisse travailler. Dans le domaine des hydrocarbures, notre pays est déterminé à se hisser au rang de grand pays producteur en Afrique. Pour matérialiser cette ambition, notre pays entend en premier lieu autonomiser les secteurs des hydrocarbures. C'est pourquoi, après avoir certifié les réserves pétrolières et gazières, la République démocratique du Congo avait lancé, le 28 juillet 2022, l'appel d'offres le plus audacieux de son histoire, comprenant un total de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Par la suite, 2 contrats de partage de production sur les 3 attendus ont été signés depuis le 9 septembre 2023